Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais m'adresser plus particulièrement aux islamophobes et autres identitaires. Il est possible que certains d'entre eux écoutent cette vidéo avec un esprit, on va dire, un minimum d'honnêteté intellectuelle. Et aussi pour mes frères et sœurs musulmans, ça peut peut-être leur donner quelques éléments d'argumentation auxquels ils n'avaient peut-être pas pensé. Alors mes chers islamophobes, je voudrais vous parler de différents points, 5 points notamment. Premièrement, la fameuse culture judéo-chrétienne de la France. Est-ce que cette culture est bien uniquement judéo-chrétienne? Ensuite, la présence musulmane en France. D'où vient-elle? Pourquoi sommes-nous là? Est-ce acceptable? N'est-ce pas acceptable? Je vais vous parler un petit peu de ça. Troisièmement, être français. Qu'est-ce que ça veut dire être français? C'est quoi avoir la nationalité française? Quatrièmement, la fameuse islamisation de la France, ou la prétendue islamisation de la France. Ensuite, je terminerai par vous poser certaines questions, ou plutôt vous appeler à vous poser certaines questions. Alors premièrement, rapidement, sur la culture judéo-chrétienne de la France et de l'Europe. En effet, la France est bien sûr de tradition chrétienne, personne ne va nier ça. Et également, les Juifs, la communauté juive a apporté sa pierre à la formation de la culture et de l'identité française et européenne. Mais est-ce que l'islam est complètement étranger à cela? Il faudrait quand même se rappeler que l'Espagne a été musulmane durant 800 ans. 800 ans durant lesquels l'Espagne était un foyer culturel et scientifique comme il y en a eu peu dans l'histoire du monde. Et que la Renaissance européenne, elle puise ses racines en grande partie dans justement tous ces acquis scientifiques, philosophiques de l'Espagne musulmane. Je vous rappelle aussi que la fameuse philosophie grecque, qui est, c'est vrai, à la base de la culture occidentale, comment est-ce qu'elle est parvenue aux Européens? Parce que entre l'époque des philosophes grecs, Aristote, Platon et compagnie, et la Renaissance européenne, il s'en est passé du temps, des siècles même. Qui a fait le pont? Eh bien, ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans qui, à l'époque de la grande civilisation musulmane, ont traduit les textes et les livres des philosophes grecs. Et donc, l'Espagne musulmane a eu un rayonnement dans toute l'Europe. Il faut se rappeler que fut une époque où pour apprendre la science et toutes sortes de sciences, il fallait parler arabe, y compris en Europe. Un peu de la même façon qu'aujourd'hui, il faut savoir parler anglais pour avoir accès aux sciences. À l'époque, c'était la langue arabe. Aussi, il y a eu le sud de l'Italie, la Sicile et le sud de l'Italie, qui a été musulman pendant longtemps. Ensuite, l'Europe de l'Est. Bien sûr, avec l'Empire ottoman, nous avons jusqu'à aujourd'hui des pays qui sont au cœur de l'Europe, comme la Bosnie, comme l'Albanie, comme le Kosovo et d'autres, qui sont des pays musulmans. Alors oui, la France a une histoire et une tradition chrétienne, bien sûr. Et oui, le judaïsme a aussi apporté sa contribution, mais pas plus que l'islam et les musulmans qui ont eux aussi grandement apporté leur contribution à la formation de cette culture. Ensuite, la présence musulmane en France. Pourquoi est-ce qu'il y a des musulmans aujourd'hui en France? Est-ce que ces musulmans sont arrivés par invasion guerrière, militaire? Non. Est-ce que ces musulmans sont tombés du ciel? Non, non plus. Celui qui est un minimum honnête intellectuellement, il comprendra, il se rendra compte que la France a elle-même lié son histoire au peuple et aux pays musulmans. Tout d'abord avec la colonisation. Alors là, je sais ce qui se passe dans vos têtes, parce qu'on vous a mis des biais dans vos têtes. On parle de colonisation, ah ça y est, autoflagellation, etc. Là, il ne s'agit pas de ça. Je ne parle pas de ça. Mais il y a bien eu la colonisation. Là, pourquoi est-ce que la France a colonisé ces pays, notamment les pays musulmans? Parce qu'elle en a tiré un grand bénéfice. Ce n'était pas comme ça par plaisir qu'elle colonisait ces pays-là. Et donc, elle a tiré grand bénéfice de ces terres et de ces peuples. D'accord? Mais déjà, c'est la France qui a lié son histoire à ces pays-là. Et donc, cette colonisation a permis à la France d'être une grande puissance, la grande puissance mondiale, avec l'Angleterre qui, elle aussi, était un pays colonisateur. Ensuite, sont venues les guerres.
notamment les 2 guerres mondiales. Là, encore une fois, la France ne s'est pas privée pour puiser dans les populations de ces pays et en majorité musulmans pour donc envoyer ces populations sur le champ de bataille comme chair à canon. Là, elle ne s'est pas privée et ces musulmans qui priaient, qui ne mangeaient pas de porc, etc., là, ça ne dérangeait personne. On a encore les photos des tirailleurs sénégalais, marocains et autres qui faisaient leurs prières, qui avaient leurs carrés musulmans dans les cimetières. Là, évidemment, quand il s'agit d'aller tuer, de se faire tuer pour le drapeau français, là, ça ne dérange pas qu'ils soient musulmans et qu'ils prient. Et ils priaient même à l'extérieur. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, on fait court, il ne s'agit pas de faire un cours d'histoire, mais la France a eu grandement besoin de main-d'œuvre bon marché. Et on sait très bien que les grands patrons français recrutaient en masse au Maghreb, notamment, et en Afrique subsaharienne. Ces patrons qui allaient eux-mêmes dans ces pays-là pour recruter des ouvriers. Donc on voit bien que ces musulmans ont grandement contribué à l'histoire de France. Ils ont tout à fait leur place sur ce territoire. Et donc aujourd'hui se trouvent en France les enfants, les petits-enfants de ces gens qui sont morts sur le champ de bataille pour la France, de ces gens qui sont venus travailler en France et qui ont répondu à l'appel de la France pour travailler. Donc on voit que c'est tout à fait normal qu'il y ait une communauté musulmane en France. Ça n'est que les fruits de l'histoire, rien d'autre. Je répète, les musulmans ne sont pas tombés du ciel et ils ne sont pas venus envahir les armes à la main. Et avec ce qu'ont donné leurs ancêtres, ils ont tout à fait leur place en France et c'est tout à fait normal qu'il y ait une communauté musulmane. Et il est clairement injuste de leur demander de renier leur origine pour mériter d'être français quand on voit ce que leurs pères et leurs grands-pères ont donné à la France. Ensuite, être français. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la nationalité française? Certains voudraient faire de la nationalité française une religion. Comme si pour pouvoir être français, il faudrait avoir adhéré à un dogme, il faudrait prêter allégeance, faire certains actes rituels, à défaut de quoi on mérite d'être excommunié. Mais la nationalité, ça n'est pas une religion. Et je rappelle qu'un pays où la population est obligée d'adhérer à l'idéologie de l'État, ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle une dictature. Ça s'appelle un État totalitaire. Un peu comme en URSS, où il était interdit de ne pas être communiste. Donc il n'y avait pas plusieurs partis, il n'y avait qu'un parti, le Parti communiste, et il était interdit d'adhérer à une autre idéologie, comme chez les nazis ou autres. Ça s'appelle une dictature. De même, quand on nous dit qu'il faut être fier d'être français, moi c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, ça. Comment est-ce que l'on pourrait être fier d'une chose pour laquelle nous n'avons aucun mérite? Moi, personnellement, je suis français. Français de souche, comme on dit. Je suis français parce que je suis né là et que mes parents et mes grands-parents, et ainsi de suite, sont installés dans ce pays. Mais je n'ai rien fait pour mériter ça. Ça n'est pas de mon mérite. Donc, ni je n'ai à être fier, ni je n'ai à en avoir honte. C'est comme ça, c'est tout. Et on peut avoir la fibre patriotique plus ou moins développée. Par contre, le minimum demandé est de vivre en paix et en bonne entente avec nos concitoyens, et de respecter le cadre légal tant que ce cadre légal ne bafoue pas nos droits les plus élémentaires. Si il devient obligatoire d'adhérer à l'idéologie dominante, alors nous sommes dans une dictature et c'est tout à fait normal de résister à la dictature, n'est-ce pas? Et vivre en bonne entente et en paix avec mes concitoyens, évidemment que l'islam ne me l'empêche pas, au contraire. Au contraire, il m'y encourage. Et je vous rassure que je suis devenu musulman il y a 20 ans de ça. Je ne suis pas devenu arabe ou africain ou je ne sais quoi. Je suis toujours français de culture. Je parle français, je mange français, je m'habille français. Je suis français de culture, mais de foi et de religion musulmane. Et il n'y a aucun problème avec ça pour celui qui a bien compris ce qu'était l'islam et qui a bien compris ce qu'était la nationalité française. Parlons de l'islamisation de la France. Ce que vous appelez islamisation de la France n'est rien d'autre que des signes de visibilité des musulmans. Comme on a dit, qu'il y ait des musulmans en France, c'est tout à fait normal, ce ne sont que les fruits de l'histoire. Eh bien voilà, il y a des musulmans. Donc on le voit, ça apparaît, notamment dans les régions où ils sont un certain nombre. Alors il y a des femmes avec le hijab, il y a des hommes qui ont la barbe, il y a des mosquées. Ben oui, c'est normal, il y a des musulmans, c'est tout.
mais ce n'est en rien une islamisation de la France. En fait, tout ce qu'on entend de la part d'Éric Zemmour et d'autres, ça serait justifié, ça se comprendrait, s'il y avait des musulmans qui voulaient imposer aux autres de pratiquer l'islam. Si les musulmans empêchaient les gens de boire du vin, les empêchaient de manger du porc ou d'autres choses comme ça. Là, ces remarques et ces réactions hystériques auxquelles on assiste, elles seraient compréhensibles, elles seraient à leur place. Mais ça n'est absolument pas le cas. Et les soi-disant quartiers où ça serait la charia qui règne, tout ça, ce ne sont que des fantasmes de gens qui sont soit des menteurs, soit qui ne connaissent rien à cette question. Les musulmans ne demandent qu'à avoir le droit de pratiquer leur religion comme ils l'entendent. Ils ne l'imposent à personne. Ils ne demandent à personne de pratiquer cette religion. De toute façon, ça n'existe pas en islam, ça, de forcer quelqu'un à adhérer à l'islam. Et enfin, je vais finir en vous demandant de vous-même vous poser certaines questions. Vous craignez que les musulmans prennent le pouvoir, ou vous craignez l'islam politique, ou je ne sais quoi. Il faudra encore me donner la définition de ce que c'est que l'islam politique. Mais où se trouve le pouvoir en France? Il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir économique, et il y a le pouvoir médiatique. Où en sont les musulmans dans ces cercles de pouvoir? Sont-ils proches de ces pouvoirs-là? Sont-ils représentés dans le paysage politique? 2 maires sont élus dans des villes où il y a beaucoup de musulmans, ça fait un scandale et la France ne s'en remet pas. Pour que quelqu'un qui a un nom à consonance maghrébine soit accepté dans le paysage politique, il faut qu'il soit clairement anti-islam et bien athée et bien laïque. C'est la condition pour y être accepté. Le pouvoir économique, est-ce que les musulmans pèsent économiquement? Ils pèsent juste par leur nombre, mais ils sont bien loin de la table des patrons du CAC 40 et des gens influents dans le monde des affaires. Et enfin, le pouvoir médiatique. Où sont les musulmans dans le pouvoir médiatique? Encore une fois, si quelqu'un avec un nom à consonance maghrébine est accepté sur les plateaux télé, ça sera pour taper sur les musulmans et taper sur l'islam. Là, on les aime bien, oui. Mais en dehors de ça, on ne donne pas la parole dans les grands médias aux gens qui sont juste authentiquement musulmans. Donc, les musulmans sont très loin des cercles de pouvoir. Et s'il y a des communautés ou des confréries qui sont surreprésentées dans ces cercles-là, c'est certainement pas les musulmans. Et enfin, posez-vous vraiment la question. Oubliez ce que vous entendez à CNews et oubliez tout ça. Est-ce que vraiment les musulmans ont une influence dans votre vie? Est-ce que vraiment les musulmans et l'islam sont la source de vos problèmes? Est-ce que c'est à cause de l'islam si vous avez du mal à finir vos fins de mois? Est-ce que c'est à cause de l'islam si ça devient de plus en plus dur dans ce pays d'avoir accès aux soins? Si on respire un air de plus en plus pollué? Prenez tous les vrais gros problèmes de ce pays, et il y en a un paquet. Ce pays qui sombre. Est-ce que l'islam et les musulmans ont quelque chose à voir là-dedans? Posez-vous vraiment la question. Est-ce que dans votre vie quotidienne, c'est les musulmans qui vous posent un problème? Ou c'est d'autres choses? Merci pour votre écoute. Au revoir et à bientôt peut-être. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.